22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le président de la République a présidé ce matin les travaux de la 10e séance du Conseil des ministres au Palais de la République. L'ONARS, en collaboration avec le HCR, a célébré aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Et dans l'actualité internationale, l'Europe serait la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la 10e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions ont été adoptées et examinées durant cette séance. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement et chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf. Présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 juin 2023. Elle est inscrite à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la sécurité et la protection des données à caractère personnel. Cette convention est un instrument juridique lancé par l'Union africaine lors de son 23e sommet de Malabo de juin 2014 et en Guinée équatoriale. Elle a pour objectif de promouvoir la sécurité et la confiance dans le domaine de la cybersécurité en Afrique en standardisant des cadres réglementaires relatifs aux flux de données transfrontaliers au niveau régional et continental. En ce sens, le projet de texte encourage les États membres à adopter les législations nationales en matière de protection des données et de cybersécurité et prévoit la création d'autorités de contrôle afin de superviser leur conformité aux principes qui y sont définis. Il vise notamment à renforcer et mettre en place des mécanismes de coopération entre États membres pour prévenir et détecter et lutter contre la cybermenace, favoriser la promotion de la sécurité dans le cyberespace, en incitant à la mise en place de mécanismes de gestion des incidents de cybersécurité tels que les centres de réponse aux incidents informatiques pour réagir aux cybermenaces et met l'accent sur la sensibilisation et l'éducation en matière de cybersécurité. En ratifiant la présente convention, Djibouti s'inscrit dans cette stratégie continentale et nationale d'une économie numérique ancrée sur une coopération renforcée au niveau régional. La deuxième question concerne un projet de décret portant approbation de la charte d'éthique et de déontologie de l'auditeur interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide aussi à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Compte tenu de la confiance placée en l'audit interne pour donner une assurance objective sur les processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle. Il est nécessaire que la profession soit dotée d'une telle charte. La présente charte définit et précise donc la mission, les pouvoirs et les responsabilités de l'audit interne. Elle est basée sur les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne et constitue de ce fait un référentiel dynamique et flexible soumis à l'approbation de l'unité d'harmonisation et de normalisation des audits et vérifications internes prévues par la loi sur l'audit interne. En effet, il est attendu des auditeurs et vérificateurs participant à une mission d'audit qu'ils respectent les principes fondamentaux suivants: l'intégrité, l'objectivité, la confidentialité et la compétence. Toutefois, dans le secteur public et parapublic, la gouvernance de l'audit et des vérifications internes sera prise en charge par les instances suivantes: les comités d'audit et de vérification interne auprès de chacune des inspections générales et d'unités d'audit interne des conseils d'administration, comités de surveillance compétents. Une unité centrale d'harmonisation et de normalisation de l'audit et des vérifications internes. La troisième question est relative à un projet de décret portant adoption de la stratégie d'inclusion financière. L'inclusion financière est le concept qui vise à offrir à tous les Djiboutiens accès à des services financiers de base, tels que l'ouverture d'un compte bancaire, l'accès à des prêts, des assurances,
des services de paiement, etc. Cela inclut également les personnes qui sont traditionnellement exclues du système financier, comme les personnes à faible revenu, les personnes vivant dans des zones rurales ou éloignées, les femmes et les jeunes. De ce fait, l'inclusion financière est devenue un objectif mondial en raison de son potentiel pour améliorer les moyens de subsistance, renforcer la résistance et la résilience aux chocs et promouvoir un développement économique plus inclusif. Les services financiers permettent aux gens de constituer leur épargne, d'accéder à des prêts, de gérer les risques financiers tout en leur donnant les moyens d'atteindre des objectifs à long terme tels que l'éducation des enfants, l'anticipation de l'achat des biens, l'épargne complémentaire pour la retraite et les soins de santé. Pour les entreprises, l'élargissement de l'accès au financement peut améliorer la productivité de tous les secteurs. La stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2027 permettra de développer un secteur financier inclusif qui offre des services et des produits de qualité, conçus pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients, des segments marginalisés aux segments plus sophistiqués, contribuant à un développement économique plus équitable. La stratégie est alignée sur la vision 2035 et projette le pays comme un centre de services financiers pour la région. Cette stratégie s'est concentrée sur le secteur financier dans son ensemble, y compris les services de microfinance. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale du tourisme. Ce projet de décret traite de la désignation des membres du conseil d'administration conformément au décret d'application numéro 2023/058, présidence ministère du Commerce du 26 février 2023. L'article 8 de ce décret précise les modalités de désignation des membres du conseil d'administration ainsi que la durée de leur mandat. La désignation des membres du conseil d'administration revêt une importance primordiale car elle assure la représentativité des différentes parties prenantes, la diversité des expertises et des expériences. Et poursuivant, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les autres questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de l'entreprise d'Awale Construction. Une parcelle de terrain de 23 hectares 73 à titre onéreux a été attribuée donc à cette entreprise à raison de 8 500 francs le mètre carré. Cette parcelle est distraite du titre foncier numéro 24214 et est destinée à l'implantation d'un projet immobilier. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant attribution également d'une parcelle de terrain 6 au Héron, extension au profit de la société Dream. Cette parcelle de terrain de 20 hectares, 6 au Héron, extension, est attribuée donc à la société Dream à titre onéreux à raison de 3 000 francs le mètre carré. Sur cette parcelle, 9,6 hectares sera déduite de la parcelle attribuée à la société immobilière d'aménagement foncier. La dite parcelle est destinée donc à l'implantation d'un projet immobilier intitulé Djiboutiana. La société Dream est chargée de la réalisation de l'ensemble des voiries et réseaux divers et de remblais. La septième question concerne un projet de décret portant composition des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Ce conseil d'administration est l'organe de délibération et de suivi ainsi que de contrôle des actions de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Il a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions de l'agence, d'examiner et d'adopter le budget et les finances, de veiller au respect des règles générales d'organisation et de fonctionnement pour une meilleure performance et des résultats efficients pendant 3 ans renouvelables. La huitième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette parcelle 6 à Arta, d'une superficie de 12 000 m² en face de Smith Hill Center, est destinée à la construction d'un musée. La neuvième question concerne un projet de décret portant nomination. M. Ahmed Omar Jama, administrateur civil, est nommé conseiller technique de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité. M. Adan Moussa Darar, professeur adjoint, est nommé conseiller technique du ministre des Infrastructures et de l'Équipement. M. Mohamed Hassan, administrateur civil, est nommé conseiller technique auprès du ministre de la Justice. M. Ousmane Bilegir, administrateur civil, précédemment préfet de la ville de Djibouti, est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur. M. Hassan Omar Mohamed est nommé conseiller technique auprès du ministre des Affaires étrangères.
Madame Souad Idriss Farah est nommée conseillère technique au ministère du Budget. Monsieur Saad Ibrahim Dirir, professeur du cadre des professeurs, est nommé inspecteur auprès du ministère de l'Énergie. Madame Roda Mahmoud Issa, du cadre des professeurs, est nommée directrice générale du Centre de recherche d'information et de production à l'éducation nationale. Monsieur Mohamed Ahmed Ainan est nommé conseiller technique auprès du ministère du Commerce et du Tourisme. Madame Aïcha Qayyad Ali est nommée conseillère technique auprès du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Mohamed Ali Hamad, précédemment président de l'Assemblée nationale, est nommé conseiller technique du Premier ministre. Madame Ouba Hassan Ismail, du cadre des professeurs, est nommée conseillère technique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Et enfin, Monsieur Hussein Abdurrahman Aden, administrateur civil, est nommé conseiller technique auprès du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Hamad Mohamed Hamad est nommé conseiller technique auprès du ministre de la Santé. Et M. Mohamed Aden Jama est nommé conseiller technique auprès du ministre de la Justice. Et dans l'actualité également, le ministère de l'Intérieur, en étroite collaboration avec le HCR et l'ONARS, a procédé ce matin à l'IFAR à la cérémonie commémorative de la Journée mondiale des réfugiés, qui avait tout son sens pour les réfugiés. C'est la 23e édition qui s'est tenue ce matin à l'IFAR sous le thème de l'espoir loin de chez soi et avait pour objectif de mettre un projecteur sur les réfugiés à Djibouti et le système éducatif inclusif qui a permis à ces personnes loin de chez eux de poursuivre leurs études supérieures en bénéficiant du même droit que les citoyens djiboutiens. Et comme à l'accoutumée, la cérémonie est ouverte par la lecture d'un verset du Saint-Coran qui a ensuite laissé place au discours officiel ainsi que les interprétations des danses folkloriques. Cette journée était l'occasion de mettre l'accent sur la recherche des solutions en faveur des réfugiés ainsi que l'importance de l'inclusion. Il s'agissait là d'apporter plus d'espoir et offrir plus d'opportunités aux réfugiés qui se trouvaient loin de chez eux. Fidèle donc à son franc-parler, le secrétaire exécutif de l'ONARS a plaidé pour l'intégration des réfugiés dans les communautés au sein desquelles ils ont trouvé refuge après avoir fui les conflits et persécutions, et il a estimé efficace de les aider et de leur permettre de contribuer à la prospérité des pays qui les accueillent. Écoutons l'intervention du représentant ou du secrétaire exécutif de l'ONARS plus exactement et de la directrice de la direction santé à l'IGAD. La République de Djibouti, forte de sa politique d'ouverture et sa solidarité agissante, jouit d'une solide réputation d'humanisme et de générosité. Depuis sa fondation en 1968, l'ONARS offre une prise en charge personnalisée aux populations déplacées et sinistrées qui sont toujours l'objet d'une bienveillance particulière. Le bilan de ces réalisations fortes au service des plus fragiles d'entre nous parle pour notre institution. Si la République de Djibouti est citée en exemple partout dans les instances internationales en matière de prise en charge des réfugiés, c'est bien le fait de la politique sage et éclairée du leadership djiboutien depuis l'indépendance. Un leadership cristallisé dans l'engagement du président de la République, son Excellence Haji Ismail Omar Guelleh, qui a sacralisé le statut des réfugiés à travers une loi organique. Comme vous le savez, la région de l'Est et l'Afrique orientale de l'IGAD abrite depuis longtemps diverses cultures, langues et histoires. C'est une région aussi qui a connu et qui continue à être confrontée à des conflits, des troubles politiques et aussi des défis environnementaux. Actuellement, la région de l'IGAD aussi accueille plus de 20 millions de personnes déplacées, dont plus de 5 millions de réfugiés et plus de 14 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Malgré des difficultés auxquelles ils sont confrontés, ces réfugiés aussi de toute la région font preuve d'une force et aussi d'une résilience remarquable. Les États membres de l'IGAD ont adopté une approche régionale, dont aussi Djibouti fait
fait partie, pourra trouver des solutions durables en faveur des populations déplacées et de leur communauté d'accueil. Donc cette approche aussi reconnaît la nature régionale des impacts et aussi des solutions de déplacement en visant à renforcer l'intégration et la coopération régionale. Aussi des progrès considérables ont été réalisés au cours de ces dernières années dans divers domaines et secteurs. Si vous le connaissez, on a la déclaration de Djibouti pour l'éducation des réfugiés et son plan d'action. Nous avons aussi la déclaration de Kampala sur l'emploi, le moyen de subsistance pour les réfugiés et les rapatriés, ainsi que l'intégration des populations transfrontalières et mobiles dont les programmes de santé nationaux sont parmi les exemples notoires des réalisations de l'IGAD. Suivons également l'intervention du représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés à Djibouti. La célébration de cette journée revêt une signification toute particulière en cette période où plus de 110 millions de personnes sont forcées de fuir leur pays d'origine. Les conflits armés, les persécutions et les crises humanitaires ont poussé des familles entières à quitter leur foyer, abandonnant ainsi tout ce qu'elles connaissent et tout ce à quoi elles croient. À Djibouti, il y a de l'espoir pour les réfugiés loin de chez eux. Car le petit Ahmed qui est réfugié à Ali a fréquenté la même école que la petite Neima de la communauté haute. Habiba, réfugié à Holhol, reçoit les mêmes soins de santé que Halimo du village de Holhol. Saleh, réfugié à Markazi, circule librement pour exercer son commerce sur toute l'étendue du territoire. Tous ces droits dont jouissent les réfugiés au même titre que les nationaux ici à Djibouti sont une matérialisation de la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Lors de la 73e session de l'EXCOM à Genève, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Darar, du haut de sa tribune, a fait savoir à la communauté internationale, je cite, « À Djibouti, nous avons le savoir-faire de l'inclusion. » Il dit bien à Djibouti, nous avons le savoir-faire, c'est-à-dire l'expertise de l'inclusion des réfugiés. En réponse à cette déclaration, somme toute historique, le haut-commissaire, M. Filippo Grandi, a dit ceci, et je cite, « La République de Djibouti est l'un des pays les plus engagés à nos côtés. Vous avez du savoir-faire dans l'inclusion des réfugiés et vous êtes un exemple pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'autres pays. » Fin de citation. Et clôturant la série d'interventions lors de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Silage, s'est réjoui de la célébration de cette journée. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de célébrer aujourd'hui à vos côtés la Journée internationale des réfugiés. Le thème retenu cette année est celui de l'espérance et de la persévérance. Comme le laisse penser son slogan, de l'espoir loin de chez soi. Un slogan pertinent et bien à propos, car en vérité, ce qui anime de nombreux migrants et réfugiés n'est rien d'autre que les binômes confiance et espérance. Ces derniers portent dans leur cœur les désirs d'un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs familles et pour leurs personnes qui leur sont chères. En effet, comme je ne cesse de le répéter à chaque fois que je n'ai l'occasion, les réfugiés et les migrants font tous partie d'une seule famille, d'une seule et même grande famille. La famille de ceux qui veulent s'affranchir de la misère et trouver un lieu sûr pour subvenir aisément à leurs besoins élémentaires, hors de toute oppression, à l'abri des situations qui offensent leur dignité d'hommes et de femmes. Ils ont le même besoin et partagent le même désir que nous. Un désir légitime de connaître et d'avoir mieux. Mais surtout et avant tout,
un désir légitime d'être plus. La République Djibouti, comme vous le savez, située sur un corridor migratoire majeur et jouissant d'une relative prospérité, attire beaucoup de ces réfugiés et de ces migrants, et demeure un pays de transit, de destination, mais aussi d'accueil. Et en dépit de ses ressources limitées, elle affiche l'un des taux le plus élevés au regard du rapport entre sa population et le nombre de réfugiés. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, avait pris, comme l'ont dit mes prédécesseurs, des engagements fermes et tangibles devant la communauté internationale à New York en faveur des réfugiés. Un engagement suivi d'effets immédiats avec l'adoption d'une loi portant statut de réfugié, suivi de l'inclusion des réfugiés dans le programme de développement national intitulé Djibouti ici. Dans l'actualité également, le ministère de la Santé a signé une convention de partenariat et un plan de travail annuel avec l'Agence nationale des personnes handicapées. Cette cérémonie s'est déroulée au ministère de la Santé et a été coprésidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, et le directeur général de la NPH, de Ali Saïd. Et la présente convention a pour objectif de le cadre général de collaboration entre la NPH et le ministère de la Santé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2023 pour l'amélioration de l'accès des services de santé et de réadaptation aux personnes en situation de handicap. Par la présente convention de partenariat, les parties entendent mutualiser leurs efforts et mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan de travail annuel 2023. Le directeur général de la NPH a indiqué qu'il était plus que nécessaire de mettre l'accent sur la prévention, la sensibilisation de la population sur l'origine du handicap et prévenir sur les facteurs qui engendrent ce dernier. Et de son côté, le ministre de la Santé a indiqué que ce plan d'action mettait l'accent sur la prévention et sur le diagnostic. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-il déclaré. Toutes les pathologies qui donnent des handicaps peuvent être prévenues. Ainsi, nous devons renforcer la prévention. Nous avons également un autre projet sur lequel nous allons collaborer avec la NPH qui concerne les enfants malentendants. Pour ces enfants, nous allons mettre en place des implants au niveau de l'hôpital Pelletier. C'est un projet qui a été lancé récemment et qui sera concrétisé prochainement avec le soutien de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, a conclu le ministre. Le lancement officiel du système intégré pour les préfectures a eu lieu hier à la préfecture de la région de Tadjoura. Cette inauguration marque une étape décisive de la vision d'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la qualité des services administratifs au sein de notre pays. Cet événement s'est déroulé donc en présence de la secrétaire d'État chargée de l'investissement et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadile, du préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, du directeur général de l'ANSI, ainsi que de plusieurs hauts responsables de la région et des représentants de la société civile. L'événement s'est clôturé par la remise de certificats aux agents de la préfecture de Tadjoura qui ont bénéficié des sessions de formation sur le système intégré de la préfecture organisées par l'ANSI depuis mai dernier dans la capitale, mais également dans les régions de l'intérieur. Écoutons plus de précision à l'intervention du directeur général de l'ANSI. Le système que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'efforts collectifs et de longues heures de travail acharné de la part des acteurs impliqués dans ce projet ambitieux sous la coordination de l'ANSI. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers chacun d'entre vous pour votre engagement et votre dévouement sans faille. Ce système représente une avancée dans notre quête de transformation numérique de l'administration. Il est conçu pour simplifier, rationaliser l'accès aux services administratifs en offrant aux citoyens et aux entreprises une plateforme unifiée et conviviale pour toutes leurs démarches auprès de la préfecture. Ce système est doté de mesures de sécurité avancées pour protéger les informations personnelles des demandeurs, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données parfois sensibles.
Et de son côté, la secrétaire d'État aux investissements et chargée du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali, a félicité l'équipe responsable du projet pour son dévouement et son engagement en faveur de la modernisation de l'administration publique. Elle a également évoqué l'importance de la numérisation des procédures administratives pour faciliter la vie des citoyens et encourager le développement économique et social de notre pays. Elle a également remercié toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ce projet. Une forte délégation qatari conduite par l'ambassadeur du Qatar accrédité à Djibouti, Rachid Shafi'i Al-Marri, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Dayib Doubat-Roublé, a visité la station de câble sous-marin de Djibouti Télécom. À leur arrivée, la délégation et leurs accompagnateurs ont été accueillis par le directeur du business international à Djibouti Télécom, Mohamed Ahmed Mohamed, dans la station des câbles sous-marins de Djibouti Télécom située à Haramous. La délégation qatari a pu assister à cette occasion à un exposé sur les nouveaux pôles d'expansion commerciale de l'opérateur national. Les membres de la délégation se sont imprégnés de l'avancée de ces infrastructures qui ont fait de notre pays un hub régional de communication en termes de connectivité internationale et régionale. Cette visite guidée aura permis à la délégation de prendre la pleine mesure des capacités techniques de l'opérateur national de télécommunications ainsi que les différents avantages offerts par ces câbles sous-marins qui, rappelons-le, alimentent plusieurs pays de la sous-région. À l'issue de cette visite, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti a écrit un mot dans le livre d'or de Djibouti Télécom. En nouvelle nationale toujours, le nouveau préfet de Djibouti-Ville, Abdissikir Kayad, a entamé dans la matinée de cette journée du 20 juin sa tournée de prise de contact avec les sous-préfectures des arrondissements de la banlieue de Balbala. Accompagné de son adjointe Halima Hassan Ibrahim et autres cadres de son cabinet, il s'est rendu successivement aux arrondissements 4 et 5 de Balbala. Il a débuté cette tournée par le 5e arrondissement. Il a été accueilli chaleureusement par le sous-préfet, le personnel de l'arrondissement ainsi que les chefs des quartiers, les locales de cette circonscription administrative. Ainsi, le président de la commune et le responsable de la police du 5e arrondissement se sont joints au sous-préfet pour accueillir le préfet de Djibouti. Le préfet a d'abord visité les différents services des arrondissements pour ensuite s'entretenir avec le sous-préfet en présence de leur personnel. Le préfet a enchaîné sa prise de contact au 4e arrondissement où il a été ensuite accueilli par une nouvelle fois donc par le sous-préfet et le personnel. Le nouveau préfet s'est entretenu avec le personnel local et les chefs des quartiers du 4e arrondissement. Il y a eu des échanges d'idées, des échanges qui ont porté essentiellement sur les questions relatives à la situation du personnel, des activités en cours de réalisation et les opportunités et les défis à relever. Pour terminer, le nouveau préfet de la ville de Djibouti a effectué une visite des différents services où il a reçu des explications sur le fonctionnement. Le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale par le biais du secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a organisé hier un atelier portant sur la sensibilisation et la vulgarisation du code de la déontologie des agents publics au Palais du Peuple. Cet atelier a vu la participation de plusieurs cadres du ministère sectoriel, des représentants des régions de l'intérieur. L'objectif étant de faire connaître les valeurs et principes qui guident les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cet atelier avait pour but aussi de discuter de l'importance de la modernisation de l'administration, plus précisément du comportement ou la déontologie des agents de l'administration. Juin 2018, le Code de la déontologie fait partie de la composante modernisation des textes juridiques de la fonction publique qui vise à reviser les anciens textes statutaires pour faire évaluer la situation des fonctionnaires vers plus de considération en leur attribuant plus de droits et d'autre part de rendre notre administration efficace et efficiente. Pour ce faire, il a été nécessaire d'adopter ce texte législatif montant en place des règles de conduite vis-à-vis des agents exerçant dans le service public de l'État. En effet, ladit texte intervient pour couvrir un besoin en matière d'éthique et de déontologie et il est important de vulgariser
au profit des agents de l'administration publique des ministères sectoriels. Je vous propose également de suivre les interventions des secrétaires généraux du ministère de l'économie et des finances et du ministère du travail. Nous avons réunis aujourd'hui pour discuter de l'importance de la modernisation de notre administration, plus précisément le comportement ou la déontologie de l'agent de l'administration. La modernisation de l'administration vise à rendre nos services publics plus efficaces, rapides et accessibles à tous les citoyens. Depuis 2012, notre pays a entrepris une réforme ambitieuse de l'administration sous la coordination du SECRA. Cette réforme comprend plusieurs volets essentiels que le renforcement des compétences des agents de l'État, l'amélioration de leurs performances à travers des formations ciblées, et enfin la modernisation des textes juridiques régissant la fonction publique, les entreprises publiques et les établissements publics. Le code de déontologie des agents publics fait partie des réalisations qui ne sont pas suffisamment connues de tous. C'est pourquoi le SECRA et l'INEAP organisent aujourd'hui cet atelier de vulgarisation afin de diffuser les nouvelles dispositions au sein de chaque administration publique. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre participation à cet atelier sur la sensibilisation et la vulgarisation de la loi numéro 222 du 25 juin 2018 portant Code de la déontologie des agents publics. Ce texte a vu le jour dans le cadre des activités de modernisation des textes menées par le SECRA, instance chargée de concevoir, coordonner et piloter la réforme de l'administration. Le Code de déontologie est un code de conduite pour les agents publics qui s'articule autour de grandes valeurs de professionnalisme, d'éthique, d'intégrité, désintéressement qui préparent les jeunes recrues à être les acteurs du changement. L'agent public participe à la construction d'un service public professionnel dans une approche usagée clientèle de l'administration. Et dans l'actualité nationale toujours, l'équipe nationale senior des Requins Bleus a regagné cet après-midi la capitale après 3 victoires consécutives du tournoi international amical à l'île Maurice. Les Requins Bleus ont été accueillis chaleureusement par le président de la Fédération djiboutienne de Djibouti, Suleiman Hassan Ouaberi, accompagné de sa vice-présidente, secrétaire général de la Fédération et de l'ensemble du bureau directeur de la Fédération, ainsi que du directeur des sports et du directeur général du port DMP et du président de l'association Amis de Djibouti et des responsables des différents corps qui ont accueilli les requins à l'aéroport international de Djibouti. Le trophée remporté par le requin à l'île Maurice a été remis au directeur général du DMP, Jama Ibrahim, étant donné que la majorité des requins proviennent du club As Sport. Nous allons donc suivre la cérémonie de sponsoring au siège du DMP. Les requins ont été champions du tournoi de 4 nations qui s'est déroulé à l'île Maurice avec la participation du Kenya, du Pakistan et de l'île Maurice. Une importante cérémonie de remise de lot de matériel et d'équipements sportifs au bénéfice de l'AS Sport a été organisée à DMP, donc aujourd'hui en présence du directeur du DMP, Jama Ibrahim, et des autres responsables. Cette cérémonie de parrainage du club de football par le groupe CM Sport illustre l'amitié profondément enracinée et la coopération entre le PDSA DMP et China Merchant Port Group. En effet, le soutien considérable apporté au conglomérat chinois de son engagement à promouvoir le sport et les relations avec le port historique et sa principale filiale à DMP. Pour rappel, l'AS Sport, fondée en 1978 par feu Saad Omar Guelleh, feu donc M. Mohamed Ali Kako et feu M. Aboubakar Asso, est l'un des clubs les plus anciens et les plus
titré du football national. Le club détient un héritage remarquable et qui perdure dans les temps, et ce conformément à la vision de ses pères fondateurs. En effet, il est l'équipe la plus décorée du pays, bénéficiant d'un impressionnant palmarès démontrant sa domination sur la scène nationale. 7 fois vainqueur du championnat de Djibouti et deuxième place à 5 reprises au niveau de ce championnat national. Le succès du club s'étend au-delà des victoires en championnat, car le club a également triomphé à 9 reprises en Coupe de Djibouti avec des prix prestigieux remis par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans le cadre des activités estivales 2023 sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et des Ressources halieutiques, le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui technique de la coopérative de pêcheurs d'Obok a eu lieu hier au CDC d'Obok le lancement de la semaine de promotion des métiers liés à la mer. Les objectifs de ce programme de promotion de formation sont de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'économie bleue et des ressources marines pour le développement économique durable, fournir des connaissances également pratiques aux jeunes sur différents secteurs de l'économie bleue, les technologies propres, la protection de l'environnement marin et les possibilités d'emploi et de création d'entreprises dans ces domaines et renforcer les capacités des jeunes à assumer le rôle de leadership en économie bleue, notamment en tant qu'entrepreneurs, innovateurs et défenseurs de l'environnement marin. Vont bénéficier de cette semaine de formation 30 jeunes issus de la ville d'Obok et de Korangar. Par ailleurs, il est prévu durant la semaine du 19 au 25 juin des formations théoriques et formations pratiques composées de visites, des découvertes du milieu marin et espaces côtiers. À l'issue de cette semaine de formation, des attestations seront envoyées à l'ensemble des bénéficiaires. Direction Arta à présent, où le lancement des Jeux d'été a connu un franc succès hier après-midi. Des activités traditionnelles ainsi qu'un match de football a été proposé au public venu nombreux. L'objectif de ces Jeux est de promouvoir les Jeux traditionnels et d'épanouir la jeunesse. Pour marquer le coup, plusieurs personnalités du secrétariat d'État au sport en préparent au lancement de cet événement. Parmi eux se trouvait le préfet adjoint Mohamed Fouzi Ahmed, des technique, directeur général adjoint et directeur des régions ainsi que d'autres invités. Et les Jeux d'été se suivront jusqu'au mois d'août prochain, donnant ainsi l'opportunité à tous les amateurs de sport, de tradition, de participer aux différentes activités. Le succès de cette première étape est un véritable encouragement pour tous les organisateurs et participants à cette édition. Comme l'année dernière, ça promet d'être riche en découvertes et en émotions pour tous les amoureux du sport et de la culture traditionnelle. Nous accueillons aussi une forte délégation du ministère du Sport pour lancer ici au chef-lieu ainsi que dans les localités les Jeux d'été. Il s'agit bien sûr des Jeux traditionnels, la lutte ainsi que le football. Nous remercions ici au nom de la préfecture le secrétaire d'État au sport d'avoir initié cette deuxième édition qui est ce Jeux d'été qui va forcément participer à la lutte contre la délinquance juvénile ainsi que à l'animation de la vie. Et là, nous passons à ce qui fait l'une de l'actualité internationale par le climat. L'Europe serait devenue la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Et selon le dernier bilan de l'Organisation météorologique mondiale, l'OM, et du réseau européen Copernicus, l'année 2022 en Europe a été plus chaude de 2,3 degrés que la moyenne de l'ère pré-industrielle. L'Europe a connu une année plus chaude que le climat de la fin du 19e siècle, confirmant ainsi la surchauffe du continent à un rythme 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale qui alimente calculs et sécheresses exceptionnelles. Sur l'ensemble de la région météorologique européenne, 2022 a été la deuxième année la plus chaude ou la quatrième si l'on inclut le Groenland et certains territoires plus à l'est. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.